Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Bienvenue dans votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi, avec Cécile Flora qui est toujours à mes côtés. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors, on va parler un petit peu de l'énéagramme, en reprécisant peut-être pour démarrer en quoi consiste justement cet outil formidable qui a changé ta vie, qui a changé la mienne et qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Dans les secrets de la connaissance de soi, beaucoup ont témoigné justement sur cet outil. Oui, alors l'énéagramme, donc énéa c'est 9, gramme c'est figure, donc c'est une figure à 9 points qui est symbolisée par un cercle sur lequel on pourrait imaginer que ce cercle soit la représentation de la planète Terre et autour il y a 9 familles de personnalités. Et ces 9 familles regardent tous la réalité au travers de leur prisme, au travers de leurs traits qui leur sont propres. Moi, j'aime bien parler de famille de personnalités parce que dans une famille, il y a des nuances, il y a des personnes qui sont très différentes. Et effectivement, on verra que même si l'énéagramme nous parle de 9 familles de personnalités, c'est beaucoup plus riche que ça. Bien évidemment que dans chacun des profils, il va y avoir des nuances, des subtilités. C'est 9 manières de regarder le monde, 9 manières de voir la vie, 9 manières d'appréhender ses relations, 9 énergies dans notre corps, 9 manières aussi d'aimer, 9 manières de se comporter, 9 manières de gérer son énergie. Et donc l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi qui nous renseigne sur ce qui motive nos comportements. Et donc l'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux communiquer, mieux se connaître pour mieux s'aimer, pour mieux se comprendre, mieux s'élever, mieux se réaliser, mieux se transformer. Alors certaines personnes sont parfois un petit peu dubitatives, se disent oui mais bon on va encore coller une étiquette sur les gens, c'est enfermant, on met des gens dans des cases, etc. Alors pas du tout, en tout cas moi après coup, après m'être vraiment beaucoup intéressé à cet outil-là, bien au contraire justement ça permet de mieux d'abord se comprendre, se connaître, identifier nos besoins, nos envies, ce dont on a besoin, poser des limites aussi. Et aussi mieux comprendre les autres en tout cas, donc un vrai outil de tolérance. Oui, alors moi je suis toujours très surprise quand on me pose cette question parce que je crois que tous mes stagiaires me l'ont déjà dit, tous les gens à qui je parle de ce que je fais me disent « Ah mais l'énéagramme ou le MBTI, le DISC, c'est très enfermant ». Et pour le coup, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, comme toi. Moi, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je vivais, de me sentir moins seule, de comprendre finalement la boîte dans laquelle je m'étais enfermée, les lunettes que je portais sur le nez, et ça m'a permis de regagner en liberté. Et notamment, il y a une formation que j'ai faite qui s'appelait 9 Prison 1 Key, qui est l'énéagramme utilisé en milieu carcéral, et dans lequel ils nous ont parlé à tous de notre cadeau, de notre qualité de base. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on est tous venus au monde avec un cadeau. Je trouvais ça super chouette et super beau comme c'était présenté. Et je me suis dit, mais en fin de compte, on n'a pas attendu l'énéagramme pour tous s'enfermer dans des boîtes. Les clichés sur les hommes, sur les femmes, sur les nationalités, où les Belges sont comme ci, les Suisses sont comme ça, les Allemands sont comme ci. Et de toute façon, même avec le signe astrologique, moi encore aujourd'hui, ça me fait dresser les poils quand j'entends « Ah, les Gémeaux sont bipolaires, les Scorpions sont comme ci, ou les Béliers sont têtus ». Et je me dis, c'est tellement enfermant, et je l'entends beaucoup avec l'astrologie, et je trouve dommage parce que, au même titre, l'astrologie, si on fait son thème astral, et si on se renseigne beaucoup, ça nous donne des clés et des grilles de lecture pour comprendre un peu plus avec quoi on est aux prises et qu'est-ce qui peut effectivement nous limiter et comment se défaire de ça. Et donc encore une fois, moi l'énéagramme, je comprends qu'on puisse avoir ce cliché parce que beaucoup l'ont. Je vous invite vraiment à voir ça comme on va mettre des mots, vous allez découvrir avec quoi vous êtes aux prises pour regagner justement en liberté et voir que la vision du monde dans laquelle vous êtes enfermé peut être limitante, peut être enfermante, et à quel point vous pouvez découvrir qu'il y a 9 manières de percevoir le monde qui sont très différentes, très complémentaires, et que vous avez tout autant à apprendre des uns des autres. Et que... Il n'y en a pas une meilleure que l'autre finalement. Non, il n'y a pas de sale type dans l'énéagramme. Il y a des sales types dans la vie, mais il faut savoir qu'on les retrouve dans tous les profils. Et aussi, j'insiste là-dessus parce que à cause de certains bouquins, à cause de certains, même on va parler de l'industrie du cinéma, il y a certains profils qui sont souvent utilisés pour jouer les méchants dans les films.
Je vais pas dire les bases ici parce qu'encore une fois, ça ne ferait que renforcer ce côté-là. Mais il y a certaines bases où on va utiliser certains profils pour jouer les méchants parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser un profil grande gueule pour jouer un méchant et on va tirer les traits en caricature. Souvent aussi des profils qui vont être la fin justifie les moyens comme Attrape-moi si tu peux ou Le Loup de Wall Street. Et ces films-là ne vont pas prêcher en la faveur de certaines bases énéagrammes ou certains profils de personnalité. Et pour autant, il y a du bon dans chacun des profils. Et quand on va ouvrir un bouquin et que on n'a pas encore toutes les subtilités, il y a certains profils qui vont nous mettre en réaction. On va se dire, waouh, comme il est décrit celui-là, franchement, j'ai pas du tout envie d'être comme ci ou j'ai pas envie d'être comme ça parce que certains livres manquent de neutralité, certains formateurs manquent de neutralité. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Moi, je suis très fière de m'être formée au centre belge HPEI, qui nous fait travailler notre neutralité en tant que formateur pour ne pas que les stagiaires sentent un parti pris. On ne doit pas avoir de parti pris quand on enseigne cet outil, puisque n'importe qui doit se sentir accueilli, à l'aise. Il y a ce qu'on appelle dans l'énéagramme des niveaux d'intégration, c'est-à-dire qu'on peut être soit la pire version de soi-même, soit la meilleure version de soi-même. Et ça oscille au cours d'une vie, au cours d'une journée. On donne jamais tous le meilleur tout le temps. Heureusement d'ailleurs, c'est ennuyeux. C'est très fatigant surtout. Alors, pour les personnes qui découvrent à travers ce podcast le mot énéagramme, parce que tout le monde ne le connaît pas encore, est-ce que tu pourrais nous présenter justement les différentes bases en fonction des centres ? Bien sûr. Alors, on va commencer dans l'ordre. Normalement, en formation, on ne le fait pas dans l'ordre pour une très bonne raison, mais là, pour des raisons pratiques, et pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de prendre des notes et de découvrir, je vais vous le faire dans l'ordre. Alors, dans l'énéagramme, il y a le centre instinctif dans lequel on va retrouver les bases 1, 8 et 9, et je vais commencer par la base 1. Et d'ailleurs, si on observe le chiffre 1, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il est quand même assez droit, ce chiffre. Ouais, ça veut dire qu'il n'y avait pas de hasard. Parce que son besoin essentiel, c'est le besoin d'amélioration. Et en fait, le 1, il va nous enseigner l'éthique du monde. Et pour lui, ce qui va être très important, ça va être de s'impliquer dans le monde pour améliorer les choses. Donc, il est très déterminé, il est très organisé, il est très méticuleux. Et d'ailleurs, il y a une héroïne de notre enfance, Mary Poppins, qui incarne magnifiquement bien ce profil-là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on va retrouver beaucoup de profils 1 dans tout ce qui va être éducation des enfants, les maîtresses, les profs, les coachs en parentalité. Comme s'il y avait cette volonté de prendre dès la racine, tu vois, les enfants, dès le tout jeune âge, pour les faire pousser bien droit. Donc, il y a vraiment cette volonté d'améliorer les choses. Alors évidemment, c'est un profil qui va osciller entre se tendre et se détendre, parce qu'il va y avoir de la rigueur, mais aussi de la raideur. Et par ailleurs, on le dit pas assez, je pense qu'une des plus grandes qualités de ce profil, c'est l'idéalisme. Parce que ce sont des rêveurs, ce sont des gens qui rêvent à un monde meilleur, et qui parfois peuvent le faire avec des il faut, tu dois, pas mal de règles, et qui en même temps peuvent amener beaucoup de douceur, beaucoup d'envie que le monde soit meilleur. Parfois, c'est maladroit. Encore une fois, vous allez voir dans tous les profils, on a en nous quelque chose de tellement fort et parfois, ça sort de manière tellement maladroite. Et c'est en ça que les formations sont chouettes parce que ça nous permet de comprendre quelle est la motivation de chaque profil à faire ce qu'il fait et qui parfois nous pousse dans nos retranchements. Et parfois, ce profil 1, ça peut être celui qui vous dit « Ah, t'as eu 17 ? T'aurais pu avoir 20 ?» Mais en fait, derrière ça, chez lui, en fait, lui envers lui-même, il est déjà tellement dur, il se met un niveau d'exigence tellement haut et il a tellement un juge intérieur haut que lui, pour lui, en fait, il vise l'excellence, il vise le meilleur et donc il attend de vous la même chose. Et c'est justement tout le défi de sa vie, ça va être de lâcher prise, de se détendre. On verra que c'est intéressant parce que sur l'énéagramme, il est d'ailleurs connecté à un autre profil qui n'a pas du tout de mal à lâcher prise, qui est souvent d'ailleurs un peu trop dans le lâcher prise. Et c'est pour ça que l'énéagramme, on appelle ça l'énéagramme involutif, c'est l'idée qu'on peut naviguer sur la figure et aller chercher des ressources pour se libérer un peu de ce qui nous coince. Alors, profil 1, ok. La suite. Alors la suite, c'est le profil 2 et je crois que... Ah bah tiens. Je crois que tu le connais bien. Bah oui, j'en suis un moi-même. Et d'ailleurs, j'insiste, alors le profil 2, il est dans le centre émotionnel et c'est très rare de trouver des hommes en base 2. Tu fais partie d'une rare partie de la population. J'en suis ravi. Il y a un homme en profil 2 qui est magnifique pour illustrer ça. C'est le film Les choristes avec Gérard Jugnot, pardon. Christian Junot, il fait la relation à l'argent, ça n'a rien à voir. C'était quelqu'un de très bien aussi. C'est Gérard Jugnot qui
qui incarne un magnifique profil 2 dans le film Les choristes. Alors pour le coup, le profil 2, lui, sa qualité essentielle, c'est la gratitude, le soutien, l'amour. Et son besoin essentiel, c'est se sentir utile. Donc lui, il est arrivé au monde. Souvent, il a perçu quand il était petit qu'il avait soit manqué d'amour, ou en tout cas, finalement, lui, il a l'impression qu'il en a beaucoup à l'intérieur de lui et il a envie de le transmettre, il a envie de le donner et il a envie que le mouvement se perpétue et la main étant le prolongement de son cœur, c'est avec sa main qu'il va donner. Et donc évidemment que c'est un profil qui va avoir beaucoup de mal à recevoir les compliments, recevoir du service puisqu'il est tourné vers les autres, il est tourné vers le don. Et il perçoit le monde au travers des besoins. Et donc, il va sentir quand il y a un besoin. Par exemple, Justin, je ne sais pas comment il est au courant que j'adore les cafés allongés, mais il a dû le repérer à un moment donné et il a devancé mes besoins. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce profil-là ? Oh bah écoute, ça ne serait pas juste pour les autres, mais non, mais c'est sûr, moi ça a changé ma vie d'apprendre ça et puis de justement apprendre à aussi accepter que les autres nous proposent leur aide, apprendre à être seul aussi, parce que ça aussi, vous verrez si vous avez envie de vous plonger plus en détail, mais c'est vrai que ça peut être un des points clé aussi du profil 2, c'est que fatalement, comme on est tout le temps tourné sur les autres, on a beaucoup de mal à s'occuper de soi-même et donc on peut ressentir une certaine forme de vide et le fait par exemple de se poser un moment et d'être seul, on est un peu perdu parce qu'on passe une grosse majorité de son temps à s'occuper des autres et donc du coup on a beaucoup de mal à s'occuper de soi-même. Mais c'est important et essentiel d'apprendre à le faire et puis aujourd'hui je peux te dire j'apprécie vraiment m'occuper de moi. Et la base 2, en fait, elle a comme moteur interne, donc là je vais parler des drivers qu'on va retrouver dans l'analyse transactionnelle, mais un driver de fait plaisir. C'est très rare de rencontrer une base 2 qui n'a pas une base empathique dans d'autres outils ou un moteur interne de fait plaisir et donc effectivement tourné vers les autres. Et ça va être très dur pour l'entourage d'arriver à s'occuper de quelqu'un en base 2 aussi bien que lui s'occupe de vous. Et pourtant, au fond, c'est un petit peu le dilemme. Et j'aimerais partager le témoignage de 2 clientes que j'ai eues dans la même journée, qui se retrouvaient en base 2 et qui m'ont dit, tu sais quoi en fait, moi j'adore rendre service et si on me dit pas merci, ça me frustre, je trouve ça injuste, ça me met en colère, mais en même temps si on me dit trop merci, du coup j'ai l'impression qu'on va croire que j'ai fait plaisir avec une intention de recevoir cette reconnaissance, alors que c'est faux, c'était vraiment vrai au début, mais en même temps si j'ai pas le merci, et elle me dit en fait il y a une espèce de paradoxe qui est horrible à l'intérieur de moi. Et donc effectivement voilà, si vous vous reconnaissez, il se peut que vous vous retrouviez peut-être dans les pieds de la base 2. Alors bien évidemment, volontairement je vous donne pas des étiquettes et des mots pour qualifier ces profils, chose que vous retrouvez dans pas mal de bouquins. Pourquoi ? Parce que on a tous une définition qui nous est propre de chacun des mots. Par exemple, le 1 est souvent appelé le perfectionniste. Mais la plupart des 1 ne se trouvent pas perfectionnistes parce qu'ils ne sont pas parfaits. Et ça va pas forcément leur parler. Ou alors, on a des gens qui sont très perfectionnistes, mais qui sont pas forcément base 1. Puis qui, du coup, en voyant cette étiquette, vont se la coller sur le dos. Pareil pour la base 2, qui est appelée l'altruiste. Il y a plein de gens qui sont altruistes, qui sont empathiques et qui sont pas base 2. C'est pour ça que ça peut être enfermant, voire même ça peut induire en erreur, voire même faire le processus inverse. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'énéagramme des tensionnalités. C'est vous dire les tensions de chaque profil. Le 1, c'est entre se tendre et se détendre. Le 2, ça va être entre faire plaisir et du coup, finalement, penser à soi. Donc ça va être le dilemme. Et ainsi de suite pour chacun des profils. Et là, ça vous donne comme un peu un éventail du dilemme et de ce que la base fait naturellement et de son dilemme, finalement. Alors, ensuite, base 3. Oui, la base 3. Alors, la base 3 dans l'énéagramme, son besoin essentiel, c'est de briller. Lui, il nous enseigne le rayonnement. D'ailleurs, vous allez en voir beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup qui vont être des leaders dans le développement personnel qui vont vous dire « Oui, donne la meilleure version de toi-même, libère ton plein potentiel », qui vont être ceux qui vont vous allumer l'étincelle. Donc lui, il va valoriser tout ce qui va être la valorisation, le rayonnement, l'accomplissement. Et ce sont les révélateurs de talent. C'est-à-dire, ils vont vous allumer l'étincelle et tout est possible. Donc, ils sont des grands enthousiastes, ils ont beaucoup d'énergie, ils sont très assertifs. Et eux, ils oscillent entre faire impression et être authentiques. Parce que finalement, dès tout petits, ils se sont rendus compte qu'ils brillaient dans les yeux de papa ou maman quand ils étaient les meilleurs ou quand ils étaient bons dans quelque chose. Et du coup, ils vont être beaucoup dans le faire et s'identifier à ce qu'ils font. Et finalement, à un moment donné, il y a mais moi, je suis qui entre tous ces masques ?
On va voir des profils qui vont adorer le défi, adorer le challenge. Et par exemple, moi j'adore les biopics et Clo-Clo en est un exemple parfait. Claude François, le film Clo-Clo, il explique que pour briller dans les yeux de son père, finalement, il va passer sa vie à donner la meilleure version de lui-même et c'est une course sans fin. Et on voit bien que c'est quelque chose il le fait pour quelqu'un. On a aussi, alors ça c'est vraiment ce que je vous dis, ce sont des suggestions, des grilles de lecture que moi j'aime et qui ne sont absolument pas la vérité absolue. J'ai regardé le biopic de Johnny Hallyday, ça m'a semblé assez évident qu'on était aussi certainement sur une base 3, dans le sens où toute sa vie pour prouver à son père qu'il avait de la valeur, il s'est arraché, il a travaillé comme un malade et tout le long de ce documentaire, je me disais il y a quand même quelque chose qui ressemble à de la base 3, il y a ce côté obtenir de la reconnaissance pour, du coup, obtenir un semblant de valeur. C'est-à-dire que pour valider que j'ai de la valeur, j'ai besoin d'obtenir de la reconnaissance dans les yeux de papa, de maman ou de peu importe, ça peut être de mon conjoint. Et donc, très souvent, il y a des personnes qui me disent « Mais moi, en fait, j'ai l'impression d'être une coquille vide ou de pas avoir de valeur. Et du coup, j'ai tellement peur de décevoir que je cherche absolument à avoir de l'admiration. » Et quand on a cette grille de lecture-là, ça peut amener beaucoup de compassion à l'égard de ces personnes qu'on peut voir des fois comme des achievers, des gens qui vont tout donner, qui vont s'arracher, qui vont travailler comme des malades, où on se dit « Mais ça manque d'humanité. » Mais derrière, en fait, il y a vraiment une vraie souffrance liée à une pression, en fait. Ils vont se mettre beaucoup de pression. Et donc, eux, ils vont avoir un moteur interne de dépêche-toi. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace. D'ailleurs, le mot objectif et le mot efficacité, je pense qu'ils ont été inventés par des bases 3. Non, mais ils sont très très forts pour en côtoyer plusieurs. C'est vrai que c'est toujours, en termes d'organisation notamment, c'est très intéressant. Alors, la base 4. Alors, la base 4 dans l'énéagramme, vous allez en connaître beaucoup dans le domaine artistique. Parce que faut savoir que la base 4, dans l'énéagramme, son besoin essentiel, lui, c'est d'être unique. Il va nous enseigner tout le côté esthétique de la vie, le côté beau, le côté singulier, le côté intimité. Il offre une présence très sensible à la vie, il a besoin d'intensité, il a besoin de vibration. Et typiquement, alors dans les bases 4, non, là, vous pouvez pas me dire que vous les connaissez tous, ces bases 4, parce que c'est Kate, dans Titanic, évidemment, qui va aller braver tous les interdits pour un amour impossible. Voilà. Donc, si vous nous écoutez et vous avez vu Titanic, vous avez un magnifique exemple avec Kate Winslet, Rose dans le film, qui va aller braver le carcan de sa famille pour aller vivre l'intensité de l'amour, la vibration, évidemment avec une personnalité qui est très opposée, qu'on verra un peu plus tard sur l'énéagramme. Vous avez aussi Lady Gaga en termes de personnage assez atypique, qui a mis une robe en viande, c'était dans les années 2010. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu jeunes, vous n'avez pas vu, mais c'était assez incroyable. Mylène Farmer aussi, toute cette belle sensibilité. Ce sont souvent des profils qui ont une capacité à aller descendre dans les émotions, à vivre toutes leurs émotions, à les traverser. Vous allez écouter dans les podcasts notamment Franck en base 4 qui va beaucoup se livrer sur cette sensibilité émotionnelle. Et lui, sa tension, c'est entre fantasmer et se réaliser. Alors, il fantasme beaucoup les choses, il est très idéaliste. Il vit dans un monde où finalement, il a l'impression souvent qu'il est pas né à la bonne époque ou que la réalité, elle est tellement fade par rapport à ce que les choses pourraient être. Et il a une sensibilité à tout ce qui va être beau et à tout ce qui est insondable. Et il a une richesse émotionnelle incroyable. Alors moi, je lui ai donné un petit nom quand même. Je l'ai appelé l'alchimiste des émotions. Parce que c'est quelqu'un qui va, avec ce qu'il vit et avec tout ce qu'il va... il va essayer de transformer son vécu dans quelque chose de concret. C'est pour ça que très souvent, on les appelle les artistes. Parce que ce sont ces personnes qui, au travers de vécus parfois compliqués, alors Oscar Wilde, Charles Baudelaire, on a des très beaux exemples de 4, qui vont utiliser leur vécu subjectif, émotionnel, ou leur tréfonds, et je parle de tréfonds parce que rares sont les gens qui vont descendre dans les émotions comme le fait la base 4. Ils ont vraiment moi je les envie un petit peu là-dessus, c'est le côté, ils vont explorer une palette émotionnelle incroyable. Beaucoup de profils vont dire « Ah, moi, la tristesse, j'y vais pas, c'est pour les faibles », ou « Être en colère, moi, j'ose pas », ou finalement, les émotions négatives. Eux, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a juste des émotions à expérimenter, à vivre. Et donc, ce sont souvent ces personnes qui ont des grands hauts, des grands bas, qui vivent vraiment une vie assez pleine d'intensité.
Et vous avez aussi le film Into the Wild, qui est une très belle ode à la base 4 sur un sous-type un petit peu différent de ce que je vous ai décrit jusque-là. On passe à la 5 ? Oui. Alors, la base 5 dans l'énéagramme, là, on est sur le centre mental, donc on est sur une énergie qui est très différente de ce que je viens de vous décrire, puisque pour le coup, je vais vous emmener dans le Grand Bleu. Alors c'est un film que j'ai vu sur le tard et je me suis dit waouh, si vous voulez comprendre ce que c'est que l'univers de la base 5, allez voir, c'est Jean-Marc Barr, je crois, il s'appelle le héros, puisque la base 5, en fait, son mode de ses qualités, c'est l'observation, les questionnements, la profondeur. Alors la profondeur, du coup, c'est intéressant quand on voit où est-ce que va Jean-Marc Barr. Lui, en fait, il se dit que le monde demande trop d'énergie et en donne trop peu en retour, donc il va être souvent en distance des choses, il va avoir besoin d'être indépendant, d'être autonome. Et d'ailleurs, c'est souvent des gens qui vont être très en retrait, qui vont être plutôt introvertis, qui vont analyser, qui vont observer. C'est ce pote sur qui vous pouvez compter pour la subjectivité. C'est ce pote sur qui vous pouvez compter pour l'objectivité à toute épreuve. D'ailleurs, il y a un très beau film qui est La fabuleuse histoire du temps avec Stephen Hopkins qui illustre aussi magnifiquement bien la base 5, purée. Mais vraiment, je trouve que les films, c'est un vecteur qui est incroyable pour découvrir aussi les dynamiques de personnalité. Et d'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous annoncer aussi que je travaille en collaboration avec Lisa Cohen, qui a travaillé 15 ans dans l'industrie du cinéma, qui s'est certifiée sur l'énéagramme et qui, dans mon programme, vient parler de l'énéagramme et cinéma. Elle offre 2 ateliers absolument magnifiques qui vous font vivre au travers des héros tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vos héros et qui va aller beaucoup plus loin que ce que je le fais, parce que j'avoue que c'est pas du tout mon credo, et en même temps, c'est important pour moi de vous donner un peu des repères dans les films que vous connaissez. Et donc, notre base 5, sa tension, ça va être entre se distancier et se rapprocher. Il va avoir du mal à s'investir dans le monde. Et d'ailleurs, très souvent, alors je vais vous donner une petite phrase rigolote, mais moi j'ai plein de potes en base 5 qui, quand leur chéri leur dit « je t'aime » ou vont dans les émotions, ils vont théoriser sur le mot. Oui, mais finalement, ce mot, je t'aime, il est un petit peu galvaudé. Et puis, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le centre émotionnel, ça vous paraît peut-être complètement barré. Mais il faut savoir que les gens qui sont dans le centre mental ont besoin d'expliquer la réalité, soit pour s'y investir, soit pour s'en protéger, soit au contraire, ça va être une manière de la rationaliser. Mais tous vont avoir une stratégie. Et le 5, souvent, on dit qu'il vit ses émotions, il fait du décalage horaire. C'est-à-dire, il reçoit quelque chose en patate chaude. Et c'est une fois chez lui qu'il va arriver à le compulser et à le digérer. Et donc, ce sont souvent, oui, des personnes qui vont avoir besoin de solitude. Et typiquement, c'est marrant, tu parlais du 2 qui avait du mal avec la solitude. Souvent, on va retrouver des couples, 5 et 2. C'est assez courant. Base 6. La base 6 de l'énéagramme. Alors, c'est la base la plus complexe puisqu'elle se subdivise entre le 6 phobique et le 6 contre-phobique. Ouais, je vois que tu tiens la tête entre 2 mains, parce qu'effectivement, oui, il y a de la complexité. On rajoute la complexité sur la complexité. Pour vous faire comprendre la base 6, je voulais vous parler du film Le Grand Bain, qui est un film qui va vous dépeindre l'idée qu'il y a dans cette base de personnalité. L'idée, c'est d'être entouré d'une garde rapprochée dans ce film pour gagner en confiance, se sentir moins seul face à l'incertitude et surtout se dépasser ses peurs et avoir du courage. Donc, c'est l'idée de la base 6. Leur qualité essentielle, ça va être l'éveil, ça va être l'intuition, ça va être le courage. Et en fait, l'essence de la base 6, c'est d'avoir une présence éveillée à tout. La moindre sensation, chaque détail, chaque changement dans son entourage, c'est des personnes qui vont sentir tout ce qui va se passer et qui peuvent se dire, bah voilà, moi j'ai besoin de me sentir en sécurité, donc j'ai besoin d'appréhender la réalité, j'ai besoin de me sentir rassurée. Et du coup, c'est des gens qui vont percevoir beaucoup les risques. C'est pour ça que je vous parlais du film Le Grand Bain, dans lequel ça illustre magnifiquement le fait d'avoir besoin d'appartenir à un groupe ou à un cercle de personnes en qui je peux faire confiance et vers qui je peux me référer pour prendre mes décisions, parce que je ne fais pas confiance en mon autorité intérieure par défaut. Et pour autant, ça va être la qualité du 6, il a un 6e sens. Hasard, je ne crois pas, 6e sens. Tout se tient, oui. Et donc, il a un 6e sens et une intuition de dingue qu'il ne va pas écouter, puisque vu qu'il est dans le centre mental et qu'il se dit « c'est pas rationnel cette histoire, pourquoi je lui ferais confiance ?» il va la questionner, cette intuition. Et du coup, il va soit faire référence à son comité intérieur, sa tête, et du coup se mettre à douter et avoir encore plus de mal à prendre une décision, soit au contraire, il va aller même demander à son entourage en disant « et à ma place, tu ferais quoi ? Et si t'étais moi, tu ferais comment ?» etc. Parce que sa tension centrale, c'est entre se méfier et se fier. Et si
vous faites partie des gens qui m'écoutez et vous vous reconnaissez dans la base 6, faites-vous confiance puisque votre intuition, c'est votre cadeau et c'est vraiment votre essence. Dans les films dans lesquels on a une parfaite illustration du 6, notamment Contrephobique, qui lui est plutôt rebelle et va plutôt ressembler à une base 8, vous avez le film Le Prénom, avec Patrick Bruel qui va aimer, alors on est dans la joute verbale, on est sur beaucoup de rapidité dans le débit de parole, les 6 sont souvent très rapides et très ta-ta-ta-ta-ta en mode saccadé quand ils parlent. Ils regardent souvent ce qui se passe autour d'eux, c'est un peu la vigie, la sentinelle, la base 6. On va l'appeler aussi parfois le sceptique, parce qu'effectivement c'est souvent le lanceur d'alerte, celui qui dit « et si ça se trouve ?» Donc on a besoin aussi de personnes comme ça dans les projets, puisqu'ils vont certainement mettre le doigt sur des choses que vous n'aviez pas anticipées. Et puis selon la base dans laquelle vous allez être, vous allez les trouver très rabat-joie, et en même temps, on a besoin de personnes comme ça, puisque si on n'était que des idéalistes, il y a peu de chances que les projets aboutissent. Et c'est ce fameux débat entre une base 6 qui se dit réaliste et qui est jugée par les autres de pessimiste et qui va juger les idéalistes d'utopistes qui, eux, se vantent d'être positifs. Donc souvent, si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a des chances que vous ayez eu ce genre de débat avec des personnalités qui sont un peu opposées et que j'appelle complémentaires pour ma part. Donc le film Le Prénom, on est sur Patrick Bruel qui va s'amuser d'une joute verbale et d'un débat d'idées autour du prénom Adolphe qu'il a choisi pour son enfant, et on va voir que chacun des personnages, et là on a un magnifique débat sur l'énéagramme puisqu'on a beaucoup de bases représentées, et d'ailleurs il débat avec son beau-frère qui est base 5, très mental aussi, et on est sur une joute très mentale et très cérébrale sur à quel point on a le droit ou pas de donner ce prénom-là, et on est sur un débat très 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 mental. Et puis vous avez aussi Le Sens de la Fête avec Jean-Pierre Bacry qui joue très souvent des bases 6 contrephobiques, très colériques, c'est-à-dire que quand il sent la peur, il a une émotion raquette qui va raqueter la peur et qui va le faire passer dans la colère. Et donc là, pour le coup, on est aussi sur un film très 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 6. Tiens, on serait pas à la base 7 là ? Si, pourquoi pas, pas cap. La base 7 de l'énéagramme, lui, son besoin essentiel, c'est le besoin de se renouveler, de voir le monde comme une infinie possibilité. Donc c'est pour ça que je vous parlais du débat entre le 6 et le... Quand je vous parlais du débat entre l'optimiste et le pessimiste, c'est souvent les débats que vous pouvez avoir entre le 6 et le 7. Parce que le 7, il fait partie des idéalistes pour qui tout est possible, tout le temps. Alors forcément, s'il a dans son entourage quelqu'un en base 6 qui lui dit « mais t'as pensé à... » et puis au cas où, et puis t'as imaginé les risques à... C'est là où soit on se voit comme complémentaires, soit on peut justement aller s'envoyer chacun en enfer. Et c'est pour ça que c'est tellement magique d'apprendre à se connaître, c'est justement pour aller comprendre à quel point on a tous quelque chose à s'apporter. Le 7, ses qualités essentielles, ça va être l'enthousiasme, ça va être la liberté, ça va être l'optimisme. Et il offre une présence enthousiaste et positive au monde, c'est-à-dire qu'il va recadrer souvent les événements de manière positive. « Ah, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah, t'as eu une inondation, c'est l'occasion de refaire la déco de la baraque. » Et il y a ce côté très enfant, très joueur, et lui, en fait, il voit le monde au travers de tout ce qui peut être très limitant. Les règles, tout ce qui va être pas drôle, qui va pouvoir limiter son plaisir. Parce que le 7, il est très orienté sur le plaisir, et d'ailleurs, sa tension, c'est entre rebondir et se poser. Il est sans arrêt dans le coup d'après, qu'est-ce que je vais pouvoir prévoir, et quelle activité je vais pouvoir prévoir pour bien m'amuser, pour profiter de la vie à 100%. Une phrase que vous allez souvent entendre, c'est « je vais pas avoir suffisamment d'une vie pour expérimenter tous les trucs que j'ai envie d'expérimenter ». Puisque c'est le généraliste, c'est celui qui aime goûter à tout. Le pro du dessert, comment on appelle ça, le café gourmand. Il y a un film qui illustre magnifiquement la base 7, c'est Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. D'ailleurs, Robin Williams... Alors, je ne sais pas, parce que, évidemment, typer des personnalités connues, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas leur motivation. Néanmoins, il a une tête assez rayeur. Ça aurait pu. Ça pourrait. Il va pousser les élèves dans le film Le Cercle des Poètes Disparus à faire des choses extraordinaires. Il va faire salle de classe en extérieur, donc on voit qu'il se moque un petit peu des conventions. Il va préparer plein d'exercices très innovants, il va les pousser à innover, à créer, à inventer. Et je trouve que ce film est une magnifique ode à la base 7, si vous voulez comprendre la base 7. Il y a aussi un acteur qui joue très souvent des rôles de base 7, c'est José Garcia, dans par exemple Rire et Châtiment. Alors pour le coup, on est sur un 7 qui est un petit peu désintégré, c'est-à-dire qu'il va vouloir rire de tout le temps,
être coupé complètement de son centre émotionnel, tourner tout à la dérision, rationaliser tout ce qui va être source de souffrance. C'est un bon vivant qui rigole au détriment de tout. Et il y a une phrase dans le film où il dit « La vie est belle et elle doit le rester ». Donc en fait, il y a comme une espèce d'obligation à ce que les choses soient tout le temps positives et aillent toujours bien. Et on va voir. Et ça, tu l'expliques comment justement que la base 7, d'une manière générale, a beaucoup de mal à accueillir la tristesse? Le 7 a du mal à accueillir la tristesse puisque d'une certaine manière, ça le prive de son plaisir en fait. Il est triste et il se dit si je descends dans la tristesse, je sens que j'ai peur de pas pouvoir remonter. Et ça se trouve, je vais rester bloqué dedans quoi. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que 7 et 4, c'est une magnifique amitié, puisque le 4 va lui dire « Non mais regarde, moi je peux t'accompagner, j'ai une playlist pour pleurer, et regarde, ça peut être super beau, et si tu la traverses, peut-être que tu peux être 2 fois plus heureux. » Il y a beaucoup d'humoristes qui sont 7 d'ailleurs, et qui justement ont fait ce métier pour rendre les gens heureux, quelque part. Il y a beaucoup d'humoristes 7, mais surtout beaucoup d'humoristes 6, qui vont servir des incohérences du monde pour en rigoler et extérioriser leur anxiété. D'une certaine manière. Et donc oui, les jeux de mots, la rationalisation, tourner les choses à la dérision, voire même, si on pousse les choses à l'extrême, je vous ai dit dans l'énéagramme, on a tous une pire version de nous-mêmes et une meilleure version de nous-mêmes. Ce qu'on appelle les intégrations finalement. Oui, et en fait, le 7 à son pire, ça peut être quelqu'un qui fait des blagues à un enterrement pour mettre à distance sa souffrance. Et sauf que c'est juste une question de moment. 2 jours après, peut-être, sur le moment, c'est peut-être pas le moment pour tout le monde. Néanmoins, quand on gagne en compassion avec l'énéagramme, on peut se rendre compte qu'une base 7 qui fait une blague à un enterrement, c'est son seul moyen d'échapper à sa tristesse qu'il n'arrive pas à gérer. Et donc, ça nous permet aussi de mettre de la nuance sur tous ces comportements. Donc, le 7, il est très rapide, il a un débit très rapide, il est très direct, il aime bien s'amuser. Donc, voilà, c'est notre jouisseur, notre joueur, notre grand enfant dans l'énéagramme. Alors, le profil 8. Le profil 8, alors c'est souvent celui avec lequel on démarre en formation, puisqu'il ne fait partie du centre instinctif. Et lui, alors, je vais vous donner directement un film pour que vous compreniez un petit peu l'univers du 8. C'est le film Le Parrain. Typiquement, voilà, il est solide sur les appuis, il est ancré. Quand vous regardez l'affiche, déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose de posé. Donc lui, son besoin essentiel, c'est garder le contrôle. C'est-à-dire que face à la jungle qu'est la vie, il va se rendre compte que certaines personnalités fortes vont abuser des faibles. Lui, il veut pas faire partie de ces personnes-là, donc il va dresser comme une carapace pour arpenter le monde, et donc il va percevoir le monde au travers des rapports de force. C'est-à-dire que très tôt dans le monde, il va se rendre compte que c'est la loi du plus fort qui prévaut, et il va pas supporter se faire contrôler, donc parfois il peut avoir cette tendance à devenir contrôlant, et donc sa tension, ça va être entre se durcir et s'adoucir. C'est pour ça que je parlais dans le podcast de Stéphanie du fameux chocolat le Mon Chéri. C'est-à-dire qu'il y a une carapace de chocolat noir toute dure, et au milieu il y a une petite cerise toute tendre qui est toute molle et qui est toute tendre, et donc ce sont des grands protecteurs. Ils nous amènent l'ancrage, la force, la clarté. Et d'ailleurs, il y a un magnifique exemple, c'est Simone Veil dans le film qui lui a été dédié, où on est sur un magnifique exemple de 8 en sous-type social, où elle dit, finalement, elle est devant le Sénat, devant 200 mecs, et elle est debout, et elle est ancrée, elle est solide sur les appuis, et elle dit « J'ai survécu à pire que vous ne me faites pas peur ». Et ça, c'est une scène qui a vraiment eu lieu, où elle va utiliser sa force pour aller protéger, pour aller défendre une cause qui lui est très importante et qui lui tient à cœur, qui est l'avortement. Et elle a 200 hommes en face, il y en a plein qui auraient flanché, qui auraient eu peur. Et c'est la force du 8, c'est son ancrage, c'est sa force, c'est sa clarté, c'est son côté j'y vais à fond. Toujours debout, quoi. Et donc, évidemment, que cette force, si elle est mise au service du pouvoir et du contrôle, on imagine bien que ça peut donner quelque chose de pas très joli, et donc un côté un peu tyran. Et si cette force, elle est mise au service de quelque chose de noble, avec tout l'amour, toute la tendresse, toute la protection que peut nous amener le 8, alors ça devient des personnes qui vont faire partie des plus grands héros de ce monde. La base 9. La base 9 dans l'énéagramme. Alors, lui, c'est celui qui est sur le dessus du cercle, et c'est un petit peu comme s'il enrobait tout l'énéagramme, et il nous ramène au consensus. Lui, son besoin essentiel, c'est harmoniser, c'est-à-dire que face à toutes les discordances du monde, il va sentir physiquement qu'il a besoin de se mettre au diapason. Il va avoir besoin de se relier à chacun d'entre nous, et finalement, il trouve de la justesse dans tout ce qui va être partagé. C'est pour ça qu'on l'appelle le consensuel. Il est dans la réceptivité, dans la continuité, dans la fluidité. Et d'ailleurs, vous voyez aisément que même dans le débit de parole que j'ai aujourd'hui, je mets pas beaucoup de justesse dans le 9, parce que le 9,
il a un débit de parole qui est plus lent, qui est plus posé. Il y a quelque chose de plus calme, alors calme d'apparence, on y reviendra un peu plus tard. Et en fait, le 9, il va nous enseigner tout ce qui va être de l'ordre de l'harmonie. C'est-à-dire que dans ce que tu me dis, il y a quelque chose qui résonne en moi, mais dans le point de vue opposé, il y a aussi quelque chose qui résonne en moi. Et donc, tout son dilemme va résider là-dedans, c'est dans le fait de se positionner. Puisque toute sa vie, il va avoir une facilité finalement à s'accommoder. Et son gros défi, ça va être de se positionner parce que... Comme tu veux. Oui, c'est le fameux « comme tu veux » ou si ça te fait plaisir. Et il a une colère à l'intérieur de lui qui est rentrée et qui explose une fois tous les 10 ans. Parce que finalement, vu que lui se dit finalement non, c'est comme tu veux, je suis pas si important ou mon point de vue compte moins, le jour où il se positionne ou le jour où il explose parce que c'est allé trop loin, ça peut être très impressionnant. Lui, il sent bien quand les choses finissent par se résoudre toutes seules. Il va mettre beaucoup d'attention à mettre de l'huile dans les rouages, à faire plaisir. Mais quand je dis faire plaisir, ça va être différent de la base 2, parce que là, il va pas y avoir une proactivité, il va juste faire en sorte que vous vous sentiez bien. Le film Le Majordome, que j'ai vu quand j'étais ado, m'a beaucoup marqué. C'est un film qui illustre pour moi magnifiquement bien la base 9, puisque pour le coup, petit, à un moment donné, le fait de s'exprimer va provoquer la mort de son père. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, et on sent, hop, la blessure, elle s'ancre. C'est si je prends position et si je parle, il y a quelqu'un qui meurt, quoi, en gros. Et tout le film va être il va entendre du racisme, il va subir du racisme à la Maison Blanche. Et le maître mot, c'est tu n'entends rien, tu ne vois rien et tu ne dis rien. Et ça va garantir l'équilibre. Et donc finalement, c'est un film qui illustre très bien la base 9. On a aussi Morgan Freeman qui joue très souvent des rôles qui pourraient s'apparenter à du 9. Un peu cette voix de la sagesse qui est en toile de fond dans le film. Hagrid aussi dans Harry Potter, c'est-à-dire que c'est ce personnage secondaire souvent, alors ils sont rarement sur le devant de la scène les 9, qui est ce personnage secondaire qui va amener de la sagesse, de la douceur, du recul. Balou par exemple aussi, des leçons de vie. Il y a beaucoup de positivité dans la base 9, c'est quelqu'un d'extrêmement positif qui va réagir aux événements en disant en fait si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il y a un côté assez laissé-aller, assez cool, assez facile à vivre, assez coulant chez la base 9. Il y a un rapport au temps qui est particulier chez eux, non ? Oui, en fait, le 9, il va avoir du mal à se lancer parce qu'en fait, c'est comme si quand il voyait un objectif, il voit quelque chose d'assez flou, d'assez vague, d'assez confus. Et c'est pour ça que, par exemple, de faire alliance avec une base 3 pour qui la structuration d'un objectif va être très importante. Parce qu'effectivement, lui, dans le fait de se lancer va être compliqué. Après, une fois qu'il est lancé, c'est un vrai coureur de fond. Parce qu'il y a une énergie très instinctive. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a tendance à s'effacer pour garantir l'harmonie. Et avec une peur du conflit qui est chevillée au corps. Et c'est pour ça que tout le dilemme de sa vie, ça va être de sentir que se positionner, c'est complètement OK et accueilli. Merci en tout cas, Cécile, d'avoir partagé les 9 bases de l'énéagramme. Avec grand plaisir. Et puis évidemment, c'est complété par 3 sous-types qui nous amènent à 27 dynamiques de personnalité. Les 3 sous-types, on en parle un petit peu ? Ouais, on peut. Allons-y. Alors, il y a le sous-type survie. Oui, c'est ça. Alors, le sous-type survie, lui, sa peur, c'est la peur de manquer. Et donc, les thèmes, ça va être tout ce qui va être le clan, la maison, le confort, les températures, la nourriture, le sport, tout ce qui va toucher vraiment au corps. Donc, les sous-types, c'est des sous-types instinctifs qui sont développés entre nos 0 et 1 an. Et finalement, vous allez voir que quand vous rajoutez la couche du sous-type à votre type, vous allez voir que soit ça donne quelque chose, un effet qui se coule, double emploi, soit au contraire, ça vient même amener de la nuance. Ça colore, quoi. Ouais, ça vient colorer votre type, mais ça va amener de la nuance. On va voir par exemple que un sous-type survie, si on la pose sur une base 6, ça va rajouter de l'anxiété. Par contre, si on le met sur un autre profil, ça va venir le temporiser un petit peu. Donc voilà, ça c'est des subtilités qu'on voit avec l'énéagramme et que moi j'adore parce que les sous-types, pour le coup, c'est des comportements, c'est nos sujets de conversation, c'est les sujets qui nous intéressent, c'est les sujets qu'on va amener à table. Par exemple, moi j'ai des grands-parents qui sont sous-type survie. Les questions qu'ils me posent, c'est le business, comment il va en ce moment ? Est-ce que tu as de l'argent sur ton compte ? Est-ce que les affaires, elles tournent ? Ça va être qu'est-ce qu'on mange à midi ? Je te fais un petit tupperware avec les restes. Ça va être la nourriture, la survie, l'argent, le travail, le confort. Le cocooning. Ouais. Oui, le survie, il achète des trucs, il faut que ce soit pratique. Pas comme le sous-type tête à tête, qui est juste derrière.
Comme nous deux, par exemple. Comme nous deux, par exemple. D'ailleurs, on est en tête-à-tête. Le sous-type tête-à-tête, lui, ça va être l'intensité, la relation. L'intensité du lien, la profondeur. Ouais, c'est ça. Et tu veux en parler un petit peu, tiens, du tête-à-tête ? Ah ben, avec plaisir, avec plaisir. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui est très important, c'est de créer du lien, un lien qui est puissant, qui est très très fort. Je reviens toujours avec cet exemple-là. Pour mes 30 ans, on m'avait organisé un anniversaire surprise. Alors, sur le papier, génial, ça va être cool. Donc, il y avait plein de monde à cet anniversaire. Et en fait, j'ai pas passé une super soirée parce que je n'ai pas pu créer du lien très fort avec chacun de mes invités. Et donc, je me suis retrouvé avec une trentaine de personnes et j'ai l'impression finalement d'être passé un peu à côté de ma soirée parce que j'ai pas pu vraiment prendre le temps de discuter avec chacune des personnes présentes. Et donc, ça m'a laissé un goût. Alors, évidemment, c'est sympa. On a fait une chouette photo, on a bien mangé, c'était cool. Mais voilà, je ne le referai pas comme ça. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fête mon anniversaire plusieurs fois, mais en plus petit comité, ce qui me permet d'être pleinement dans l'instant présent et de pouvoir vraiment créer du lien assez fort et de prendre vraiment des nouvelles de mes amis et des personnes qui me sont très chères. Les sous-types tête-à-tête, quand ils se rencontrent, les sujets de conversation, ça va être le couple, ça va être les relations, ça va être comment tu te sens, ça va être relié au centre émotionnel, tout ce qui va toucher au relationnel. Et donc, le couple va être au cœur de la dynamique. Et donc, l'idée, c'est j'ai peur d'être abandonnée. Hein. La peur de base, c'est la peur d'être abandonnée. Et donc, du coup, il y a tout ce qui va toucher à l'intensité, à la séduction, au charme, la passion. Ça peut être... Moi, par exemple, j'ai fait un tête-à-tête avec l'énéagramme, clairement. Je suis rentrée en passion avec ce truc-là et ça m'a jamais quitté. Et quand je rencontre les gens, si tu me dis, on va manger au restaurant et que je sais qu'on est tous les deux, c'est trop bien. S'il y a une troisième personne, c'est comme si ça diluait mon attention et ça va être compliqué. Et voire même si on est quelque part et qu'une troisième personne arrive au milieu de notre échange et qu'on est tous les deux tête à tête, la personne va sentir qu'elle dérange parce que c'est comme si on crée un tunnel. Oui. Et d'ailleurs, bulle, quoi. Ce qui nous est beaucoup reproché, c'est qu'on regarde les gens dans les yeux et qu'on est très intense avec le regard, ce qu'on va pas retrouver chez les sous-types survie et les sous-types sociaux. Et pour le coup, il y a vraiment ce besoin d'intensité. Moi, je sais que les formateurs, souvent, me disent, quand il y a quelqu'un qui est très tête-à-tête, vous le sentez, il vous regarde, il vous traverse, quoi. Parce qu'il y a ce besoin de... Je rentre à l'intérieur de toi, je me connecte profondément à toi. Donc voilà pour le centre tête-à-tête. Et donc le centre tête-à-tête, vu qu'il est dans la séduction et que c'est important pour lui, tout ce qui va être joli, se faire joli, sentir qu'il fait impression quand il arrive quelque part, qu'on se rappelle de lui, vous vous doutez bien que si on appose ce sous-type sur quelqu'un qui est plutôt en base retrait, ça va venir un peu amener de la tension. Ou au contraire, si on appose ce sous-type sur un profil qui est déjà haut en couleur, ça va rajouter... je vais prendre mon cas. 7 en tête-à-tête, c'est ce qu'on appelle le sous-type, le profil fascination, c'est-à-dire qu'il y a des grandes envolées lyriques dans tous les sens. Dès que je rencontre quelqu'un, c'est la chose la plus merveilleuse. Et donc, je pars dans des hautes sphères et je m'emmène dans des intensités émotionnelles très, très fortes. D'ailleurs, en termes d'énergie, effectivement, le sous-type tête-à-tête, il a des grands hauts et des grands bas, là où le côté survie est plus linéaire. Ensuite, on a le sous-type social. Disclaimer, le sous-type social ne veut pas dire sociable. J'insiste là-dessus. Le sous-type social, c'est juste une modalité du centre instinctif, c'est-à-dire que mon attention, je vais la porter sur tout ce qui va être les groupes, les associations, les syndics de copropriété. Souvent, les syndics de copropriété, ils sont gérés par les sous-types sociaux. Merci, j'avoue, merci. Ça rend service. C'est-à-dire que je vais m'occuper de ce qui se passe sur ma commune, sur ma ville, et mon énergie, elle va être plus diffuse. Je vais aller serrer des louches par-ci, par-là, serrer des mains. En fait, finalement, qui voilà. Et donc, ma peur, ça va être la peur d'être exclu. Et donc, je vais porter en moi la notion de devoir social. Je suis un citoyen, la Marseillaise me fout des frissons. Alors, je suis française, je parle de la Marseillaise. Brabançonne chez nous, en Belgique. Et c'est l'idée de sentir qu'on appartient à un groupe, on a une nationalité où on peut en être fier, ou alors ça peut être un groupe de foot. Voilà, le sentiment d'appartenance à un groupe. Et il y a notamment ce côté, je peux sacrifier une partie de mon individualité au détriment du groupe. C'est-à-dire que souvent, la notion de colloque, où il faut voter, on s'est battu pour le vote, donc moi je vais voter, ou ce sentiment d'être citoyen et d'avoir un devoir social. J'ai un petit stagiaire qui m'avait dit, moi j'ai vendu ma voiture parce que j'ai une conscience écologique et même si c'est pas pratique pour moi, pour le monde, en fait, je le fais. Ou de faire des choses pour le monde ou pour les autres, même si c'est pas pratique pour nous. Ça, c'est très, très social. Dans un lieu, d'aller vouloir papillonner, serrer des louches à tout le monde, connaître tout le monde, avoir un agenda où il y a plein de choses dans plein d'associations différentes. Et d'ailleurs, les sous-types sociaux,
quand ils organisent une formation et qu'il y a des gens très tête-à-tête, ils sont frustrés parce que les tête-à-tête, ils vont faire des petits binômes. Alors que eux, ils aimeraient que le groupe s'élargisse et que tout le monde parle avec tout le monde. Et à contrario, pour les tête-à-tête, c'est très désagréable. Ça peut être très désagréable quand on a envie de créer du lien et qu'en fait la personne ne te résonne pas suffisamment comme tu aimerais qu'elle te résonne en fait. Exactement. Et moi j'adore parce que dans les formations, du coup, on fait confronter les gens. Tiens, qu'est-ce que vous, les tête-à-tête, vous reprochez aux sociaux? Qu'est-ce que les sociaux vous reprochez aux survies? Et il y a souvent ça. Moi, je suis en couple avec quelqu'un en sous-type survie. Et quand il me dit, oui, j'ai acheté cette voiture parce qu'elle est pratique, moi, ça me dépasse. Moi, ma voiture, elle est jolie avant d'être pratique. Et en même temps, j'entends intellectuellement que oui, c'est quand même mieux quand c'est pratique. Mais c'est marrant parce que on a vraiment tous ce filtre de perception de là, on va mettre notre attention. Et quand ne serait-ce que aller au marché, vous allez voir que les survies, les tête-à-tête, les sociaux n'y vont pas en filtrant les choses de la même manière. Et donc, les sociaux, c'est souvent, je connais quelqu'un qui... Ils connaissent tout le temps quelqu'un qui... Voilà, parce que ils ont plein de connaissances, plein de relations. Un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses. On a eu François dans les podcasts, qui est grand reporter de guerre. Et justement, il expliquait que c'est certainement son sous-type qui l'a drivé à avoir ce métier-là. Les politiciens aussi. Puisqu'il y a ce côté... il y a une règle, on va établir une règle pour tout le monde, pour le bien commun. Et il y a des gens qui se disent, mais ça me parle pas, parce que c'est pas assez individuel. Donc voilà pour les 3 sous-types. Et on vous invite à découvrir les autres podcasts des secrets de la connaissance de soi, avec notamment, si vous avez apprécié celui-ci spécialement dédié à l'énéagramme, à découvrir celui où on va poser différentes questions à Cécile autour justement de ces formidables outils.